Bonjour chers amis, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est un petit peu différent. Alors, on va abandonner la technique, si vous voulez bien, pendant une heure, pour s'intéresser un petit peu, vous voyez, on le fait quand même de temps en temps, hein. On va s'intéresser à des sujets un petit peu d'environnement, on va presque dire grand public, hein. Euh, Celui d'aujourd'hui, c'est donc la problématique que pose aujourd'hui la production de ce qu'on peut appeler les terres rares, les métaux lourds, les métaux rares, enfin ça on va l'évoquer, qui entrent donc dans la composition et la fabrication des équipements que nous utilisons, depuis le smartphone en passant par des éoliennes. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que avec l'exacerbation, je vais y arriver, donc de la guerre économique entre les Chinois et les Américains, les Chinois ont pris une attitude qui quand même devient extrêmement dangereuse aujourd'hui, tout au moins pour nous, hein, dans la mesure où les prix montent et on va voir qu'ils ont pratiquement maintenant un monopole sur l'extraction, la fabrication des métaux qui rentrent dans la fabrication donc, de ces différents outils. Alors c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui parce qu'on est dans une situation qui est quand même très délicate et qui n'est pas sans rappeler ce que l'on n'a pas vu, ce qui n'est pas né, mais disons dans les années 70-73, avec le premier choc pétrolier, le baril de pétrole passant pratiquement du jour au lendemain de 3 dollars à 30 dollars, ça a été quand même une catastrophe. Et on voit se profiler à l'horizon, peut-être pas une situation aussi grave que celle que l'on a connue, mais quand même qui est extrêmement gênante. Donc, écoutez, chez nous, chez le Marson, donc on évoque tous les sujets, et donc en particulier celui-ci. Je vais donc partager mon écran si vous le voulez bien. Donc, oui, sujet donc, si vous voulez, le thème au fond, c'est métaux rares aujourd'hui, hein, terres rares, une bombe à retardement. Et je pense que les pays occidentaux aujourd'hui se voilent la face d'une manière très pudique en disant « je ne veux pas voir ». Sauf qu'il va bien falloir voir parce qu'aujourd'hui, on voit les prix des iPhones, on est pratiquement aux alentours d'un millier de dollars. Bientôt, ça va être 5 000 dollars si ça continue. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être très gênant si on veut continuer, bien entendu, à se servir d'un iPhone. Alors, vous direz que ce n'est pas uniquement les métaux rares qui rentrent dans la fabrication d'un iPhone, mais quand même, ils comptent d'une manière non négligeable. Alors, la planète ou le smartphone, donc, il va peut-être falloir choisir. Alors, voici ce que je vous propose donc, comme sommaire. D'abord, il faut rappeler un petit peu ce que sont les métaux rares. Alors, il n'y a pas de définition très précise là-dessus. On fait un peu une confusion entre les terres rares qui, elles, ont une signification chimique très précise dans le tableau de Mendeleïev, qu'on a tous connu donc, à l'école. Hein. Terres rares, donc métaux rares, on va donc dire de quoi il s'agit. À quoi ils servent donc dans la fabrication donc, des smartphones? Et je vais décortiquer un iPhone et je vais dire, ben voilà, pour faire ça, on a besoin de telle terre rare et on verra après où elle est extraite, cette terre rare, et par qui elle est donc, et par qui ça a été fait. Alors, où se trouvent donc les gisements de production? Comment la Chine est-elle parvenue donc à s'imposer, hein? Et elle a donc organisé maintenant ce qui commence assez furieusement à ressembler à un monopole, une situation quand même de monopole organisé qui fait qu'ils vont pouvoir nous imposer les prix qu'ils veulent. Sachant que les premiers producteurs bon, de ces terres rares étaient soit les Européens, soit les Américains, donc en Amérique du Nord, mais pour des raisons que l'on va pouvoir expliquer, ils ont démissionné dans le temps. Bon, peut-être à cause donc, des mouvements écologistes qui ont considéré à juste raison que c'était une industrie qui était particulièrement polluante et dangereuse, hein, et donc ils ont laissé faire les Chinois qui, eux, n'avaient pas les mêmes scrupules par rapport donc, à leur population. Je vous dis tout de suite, j'ai des mots assez durs par rapport à ça, pour une raison très simple, c'est que tant que ce sont des adultes, qui souffrent de cette guerre larvée permanente entre les grandes puissances, à la limite, on peut le déplorer, mais on peut l'accepter. Par contre, quand ça touche des enfants, là, je ne suis absolument plus d'accord.
Les enfants, quand on trouve des taux de terres dangereuses, voire de radioactivité chez eux, ils n'y sont pour rien. Et malheureusement, sur certains chantiers que l'on trouve aujourd'hui, donc entre autres en Chine et en Afrique, ce sont des enfants qui ont entre 10 et 12 ans, et donc ils se retrouvent à avoir une maladie de saturnisme, donc augmentation des taux de mercure dans le sang, et je trouve que ça, c'est absolument inadmissible. On ne va quand même pas sacrifier la santé de nos enfants pour avoir un bel iPhone. Je trouve que c'est totalement démesuré et ça n'a pas de sens. Donc j'aurai des mots qui seront aussi durs qu'ils le méritent, que cette stratégie et attitude, à mon sens, le mérite. Alors, les pays occidentaux, les États-Unis, le Canada, l'Europe, eh bien, sont pris en otage donc maintenant. Et donc, je vous l'ai dit, hein, on se rappelle quand même des souvenirs de la crise donc, pétrolière de 1973. Du côté des Africains, nous avons ici en ce moment donc, des personnes qui nous écoutent d'Abidjan, forcé de constater qu'il y a une certaine complicité forcée de l'Afrique. Alors, on expliquera pourquoi. Alors, c'est triste, très triste. Ce sont aussi des pays, des peuples qui sont pris en otage. Mais le résultat, c'est que les Chinois, maintenant, se sont installés donc, durablement dans un certain nombre de pays, en ayant une attitude paternaliste d'aide donc, à ces populations, mais ce n'est pas sans contrepartie. Donc, la complicité forcée de l'Afrique, bien entendu. Les terribles problèmes de production que ça pose, les extractions donc, de ces terres rares pour faire de beaux iPhones hein, et les effets donc, sur la santé, l'échec du recyclage, c'est que malheureusement, une grande partie donc, de ces métaux lourds qu'on va trouver dans la fabrication de nos équipements numériques, eh bien, ne sont que très difficilement recyclables. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ne le sont plus en grande majorité. Ce qui fait que ça pollue tout, ça pollue les rivières, ça pollue les espaces verts qui ne repoussent plus. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce qu'on est en train de préparer une planète qui ne sera pas très très jolie à voir. Donc échec du recyclage, la Chine et son double discours, parce que ce qui est extraordinaire maintenant, c'est que les Chinois officiellement ont une attitude très opportuniste, on va dire très volontariste, pour faire en sorte de diminuer les gaz à effet de serre. Et elle s'est engagée donc à ce que ces gaz à effet de serre diminuent de 60% d'ici donc la fin du siècle, ce qui est très bien. Mais dans le même temps, vous avez une attitude par rapport, ils ont plus de 11 000 mines aujourd'hui donc de métaux rares actuellement en Chine, c'est quand même extrêmement inquiétant parce que c'est très, je veux dire, c'est pas logique. On ne peut pas avoir une attitude et son contraire. Et pourtant, c'est bien ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui sera très difficile donc, à corriger, hein, parce que malheureusement, on a laissé les choses aller maintenant, et on aura donc du mal. Je vous recommande tout de suite un excellent livre qui a été écrit par un journaliste qui s'appelle Guillaume Pitron, qui a écrit donc La guerre des métaux rares. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Il est paru en 2018. Je crois que c'est l'une des approches les plus brillantes que j'ai pu trouver, en tout cas, sur ce sujet. Bien, alors, le choc donc des métaux rares, quelque chose d'inéluctable. D'abord, deux affirmations. Le fait de dire que la migration vers les énergies propres se fera sans incidence négative sur l'environnement, c'est faux et archi faux. C'est pas vrai. On ne veut pas le voir, mais fabriquer une éolienne, ça n'est pas négligeable, c'est pas neutre par rapport à l'environnement. Ça, c'est le premier point qui est fait. Le deuxième, c'est que plus jamais on nous dit nous ne dépendrons d'un pouvoir économique ou politique d'un unique pays. Bon, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on a eu peur à la suite donc, de l'OPEP, qu'on peut considérer comme un pays, même si l'OPEP est une organisation donc, des pays producteurs de pétrole. Mais en fait, c'est une dépendance par rapport à eux qui nous a coûté horriblement cher. C'est évident. Donc on dit c'est fini. Mais dans le même temps, on a quand même organisé une dépendance par rapport aux Chinois qui est absolument hallucinante. Je pense que la Chine ne partagera pas ses sources d'approvisionnement et il va falloir se soumettre à des conditions qui seront probablement plus drastiques que ce que l'on a connu avec l'OPEP. Parce qu'en fait, les gens de l'OPEP, les pays de l'OPEP, ont toujours eu de mal à s'entendre.
Vous savez, c'est toujours la même chose, hein, les chiites d'un côté, les sunnites de l'autre, donc des éclats donc, politiques que l'on connaît bien en ce moment. Et donc c'est pareil, hein, vous avez donc des pouvoirs, des pays qui ne s'entendent pas, et les Américains ont su quand même jouer un rôle de régulateur en jouant donc sur cette incompatibilité de certains pays. Ça sera beaucoup plus difficile avec la Chine, qui là est toute seule pour produire donc, des équipements rares dont nous avons besoin. Alors, encore une fois, les métaux rares, au sens large, hein, ne concernent pas que l'électronique et l'informatique. Mais ça, je l'ai dit, ça concerne également donc, la transition énergétique vers le tout électrique, dont ils constituent les ingrédients de base. Je pense qu'il serait intéressant aujourd'hui, mais ça dépassera le cadre de nos propos, il serait intéressant de voir quelle est la forme de pollution qu'entraîne donc ce passage au tout numérique. J'aime beaucoup les écologistes, mais les écologistes oublient donc tranquillement d'évoquer ce genre de choses. Bon. La mauvaise gestion des métaux rares, elle aura une double conséquence. D'abord, une augmentation des prix, et c'est déjà le cas aujourd'hui donc en Chine, et puis des conséquences dramatiques sur la santé, essentiellement donc des problèmes donc, issus de la radioactivité, enfin des problèmes assez épouvantables que l'on ne veut pas regarder. Certains disent que la pollution et que les conséquences de cette situation donc par rapport à ces métaux rares, elle est pire que Tchernobyl. Et sous certains aspects, c'est vrai. Alors, il ne faut pas non plus exagérer, mais sur certains aspects, c'est assez juste. Hein. Et en tout cas, il y a certains effets de ces métaux rares qui sont beaucoup plus graves que ce qu'a provoqué donc, Tchernobyl. Alors, la définition des métaux rares, je l'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de définition véritablement scientifique. Hein. On pourrait penser qu'on parlera de métaux rares quand on évoquera donc la rareté de ces métaux, les difficultés de production. Si vous voulez, les métaux rares sont très abondants sur la planète. Le problème, c'est qu'ils sont difficiles à extraire. C'est qu'ils sont associés à d'autres choses et pour arriver à les séparer, c'est épouvantable. C'est ça la difficulté. Et donc, on peut considérer que cette complexité, disons, de production de ces métaux, eh bien, mérite le qualificatif donc, de rare. Ça peut être aussi lié à son coût. Certains métaux rares coûtent une fortune. Et donc, on peut dire, oui, si c'est cher, c'est rare. Hein. Ou alors, à la localisation géographique des gisements, ils se trouvent pas toujours dans des endroits très facilement accessibles. D'ailleurs, de ce point de vue-là, ça ressemble beaucoup d'ailleurs à l'exploration pétrolière. Hein. Donc, des zones qui sont peu accessibles, j'allais presque dire heureusement pour les Chinois, parce que ça évite de se poser quelques questions sur la destruction de l'environnement. Donc, c'est un choc, à mon sens, qui ressemble beaucoup donc, à ce qu'on a connu en 1973, d'où l'image que je mets ici. Vous voyez, soleil et le gaz, donc pas d'essence, il n'y en avait plus. Hein. Et là, c'est pareil, ben, on n'aura plus de ternium, on n'aura plus d'adéninium, d'indium, vous voyez, donc des métaux dont on a besoin. La différence, c'est que l'essence nous était nécessaire pour pouvoir travailler. On peut peut-être se passer quand même d'un iPhone pendant quelques temps. Alors, sur cette lancée, donc, ce que sont les métaux rares, vous avez ici, donc, sur ce schéma, vous avez le tableau dit de Mendeleïev, donc un grand chimiste donc, russe. Hein. La représentation de ces éléments, alors il y en a 118 qu'on trouve dans la nature, et il y en a à peu près une trentaine qui sont donc essentiels donc, dans la fabrication des équipements numériques, et aussi donc la transition écologique. Bien. Et représente, si vous voulez, en gros, sur la planète, une production de l'ordre de 130 000 tonnes. C'est-à-dire 15 000 fois moins que les 2 milliards de tonnes de fer. Vous voyez, mais ce sont ces éléments qui constituent donc le prétexte à une nouvelle guerre donc, économique qui oppose la Chine, je vais presque dire aux États-Unis. Mais non, en fait, tout le monde est concerné, puisque les Chinois, maintenant, ils augmentent leur prix et ont un monopole. Mais aussi, ça coûte beaucoup plus cher. 1 kilogramme de gallium coûte $150 à peu près, c'est-à-dire 9000 fois plus qu'un kilogramme de fer. Alors, dans la classification de Mendeleïev, si vous vous souvenez de vos cours de chimie, en gros, c'était tous les éléments, les terres rares qu'on trouvait sur la partie droite du tableau, avec des noms impossibles à prononcer, vous voyez, des trucs horribles, qui avaient une certaine capacité à nous endormir, rien qu'à les regarder. La Commission européenne a fait pour une fois un travail intéressant. Elle a dressé une liste de 27 métaux
donc métaux rares, qui tous n'ont pas bien sûr le même intérêt stratégique, hein, mais dont l'absence pourrait nous gêner. Alors vous avez l'antimoine, vous avez l'indium. Alors ces classifications, bien sûr, sont faites à la serpe. Je veux dire qu'on peut les contester, hein. En tout cas, celle-ci me paraît pas plus bête qu'une autre, hein. Le beryllium, le magnésium, le cobalt, hein, le cobalt en Afrique surtout, hein, le niobium, le fluor, le germanium, le tantal, le graphite, très très utilisé, le tungstène et donc le gallium. On a également une deuxième catégorie, c'est en tout cas la distinction donc, que fait la Commission européenne. On parle des platinoïdes. Quand on parle de platinoïdes, il s'agit de rhodium, de palladium, de ruthénium, d'osmium, etc., des machins en ium. Et enfin, les terres rares. Alors vous voyez, donc on dit que les métaux rares englobent les terres rares sur un critère de rareté qui n'est pas scientifique, bien entendu. Alors dans les terres rares, là, on trouve les fameuses lanthanides que vous avez dans votre tableau de Mendeleïev, hein, donc l'anthin, le cérium, le praséodyme, le néodyme, le samarium, le gadolinium. Le gadolinium, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous n'avez peut-être pas connu, IBM à un moment donné avait inventé une nouvelle technique qu'il avait appelée les mémoires orthophérites. Eh bien, ces mémoires orthophérites, c'est un petit peu comme des mémoires à relais. Elles étaient construites avec du gadolinium. Alors, ça n'a jamais fonctionné parce que les temps de réponse, les temps d'accès n'ont jamais atteint, disons, les niveaux qu'on attendait d'eux, mais c'était déjà le cas. Et ça se situait il y a 30 ans. Hein, c'était les mémoires dites orthophériques, gadolinium et aussi également le gallium, le terbium, etc. Bon, on ne va pas tous les faire rentrer, on ne va pas tous les indiquer. Hein. Mais il y a également, on peut aussi considérer que certains métaux lourds font partie, on va dire, de cette famille. Alors, les métaux lourds, ce sont ceux qui ont donc un poids atomique élevé. Alors, c'est le mercure, très dangereux, c'est le chrome, également dangereux, le cadmium en particulier. Donc, vous avez comme ça toute une série on va dire, d'éléments qui sont dans la nature qu'on va essayer de s'approprier pour pouvoir fabriquer des choses. Et ces choses-là, eh bien, c'est ici, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, regardez bien. Je vous ai fait ici un schéma avec l'écran d'un iPhone, hein, l'électronique d'un iPhone. Vous avez la coque de l'iPhone et puis la batterie. J'ai mis une classification par taux de recyclage. Quand vous fabriquez donc un iPhone et que vous mettez des métaux rares dedans pour le faire, après ça, ben, on veut essayer de recycler ce que l'on a fabriqué pour éviter la pollution et éventuellement pour récupérer donc ces métaux. Alors je les ai classés par taux on va dire, de recyclage inférieur à 1%. Ça, c'est ce qui est en rouge ici, donc entre 1 et 10%, donc c'est ce qui est en jaune, entre 25 et 50% et supérieur donc, à 50% en vert. Et puis un cas particulier avec ici mis en noir, on l'évoquera. Par exemple, pour les écrans tactiles, eh bien, on utilise dans l'iPhone un oxyde d'étain indium, on l'utilise dans les films transparents hein, qui recouvrent l'écran de l'iPhone pour conduire l'électricité. Alors c'est indispensable également pour le tactile. Et on en a besoin. Le verre, les revêtements sont constitués donc d'oxyde d'aluminium et de dioxyde de silicium, avec du potassium pour les renforcer. Donc ça, c'est donc rien que pour l'écran. Bon. Maintenant, si vous regardez l'électronique, le câblage et disons toute la microélectronique, le principal donc élément là-dedans, en particulier, c'est le tantal. Tantal qui est utilisé dans les micro-capacités que l'on retrouve absolument partout. Pour tout ce qui concerne les microphones et la gestion donc, des vibrations, les terres rares sont utilisées dans les aimants pour les micros, les haut-parleurs, etc. Pour le processeur, là bien sûr c'est le silicium, encore et toujours. Hein. Le silicium c'est donc du sable raffiné, c'est quand même un peu plus facile. Mais on peut aussi considérer qu'il fait partie donc, des éléments à risque, moins bien entendu. Si on regarde maintenant la connectique que vous avez dans l'iPhone, eh bien, les soudures, elles utilisent des mélanges d'étain, d'argent et de cuivre. Donc ça, rien que pour la connectique. Alors, on voit bien entendu ici avec des capacités donc, de recyclage qui sont plus ou moins importantes. Si je regarde maintenant la batterie, bon, la batterie, vous savez bien qu'on utilise beaucoup donc, de lithium
les batteries dites de lithium-ion, avec du cobalt sur l'anode et du graphite sur la cathode, et éventuellement on peut remplacer donc le cobalt par du manganèse. Bon, c'est vrai que le cobalt est plus rare, c'est vrai, c'est une possibilité. On a un besoin absolument impératif aujourd'hui d'améliorer donc les performances de nos batteries, parce que si on reste au niveau que nous avons actuellement, je parle des batteries rechargeables essentiellement, hein, ça n'ira pas. Il va falloir, grâce à l'industrie automobile ou à cause de l'industrie automobile, il va falloir quand même trouver des solutions qui soient plus pertinentes, on va dire, en matière donc de batterie. Hein. Un temps de rechargement qui ne demande pas 3 semaines, hein, sinon on ne pourra pas. Bon, donc ça, c'était la batterie. La coque, eh bien, c'est un alliage à base de magnésium. Alors, il y a certains plastiques qui sont utilisés dans les coques qui comportent des composants ignifuges dans lesquels vous trouvez quoi? Du brome et du nickel. L'objet de ces éléments, c'est de limiter les interférences avec d'autres téléphones. Bon. Vous voyez, les couleurs, on n'a pas évoqué les couleurs, mais les couleurs, les terres rares, elles sont utilisées pour le rendu des couleurs, pour réduire également la pénétration de la lumière dans l'iPhone. Donc, partout, on va trouver donc cet usage de terres rares ou de métaux rares, comme vous voudrez. Maintenant, on peut plus s'en passer. D'après un organisme d'observation qui s'appelle Compound Interest, donc c'est un iPhone a besoin d'une quarantaine de métaux rares dans son process de fabrication. Mais, et c'est ça qu'il faut garder bien en tête, le smartphone ainsi produit ne représente que 2% des déchets. Le reste est disséminé tout au long de la chaîne de fabrication de l'iPhone. C'est ça qu'il faut voir. Mais c'est ça qu'on ne veut pas voir. Justement, on dit, mais non, c'est pas grave, on ne présente que 2%. Oui, mais toute la partie amont pour arriver à votre iPhone, alors là, on a pollué la planète et la galaxie. Hein, vous voyez, donc ça, c'est un chiffre qu'il ne faut jamais oublier. Autre chiffre qui, à mon avis, est assez terrifiant, hein, la seule fabrication d'une puce de 2 grammes implique, en moyenne, hein, le rejet de 2 kg de matériaux. Hein, d'après, j'ai retrouvé ce chiffre, c'est un éditeur qui s'appelle L'Échappée, avec la face cachée donc, du numérique. C'est intéressant à regarder parce que, bon, il ne faut pas compter sur les fabricants, Apple et les autres, pour nous informer sur ce sujet. Hein. D'autant plus qu'il n'y a pas que des problèmes, donc, de pollution avec ces métaux rares, mais il y a également tous les problèmes qui sont liés donc, aux ondes électromagnétiques. Bien. Donc, vous voyez, on n'est pas... Alors maintenant, où se trouvent les gisements? Alors, j'ai pris plusieurs sources de manière à ce que je puisse faire un petit peu la moyenne de tout ça. Déjà, ce que l'on peut dire, c'est que dans le futur, certains de ces métaux et terres rares donc, seront, vous voyez la distinction qu'on peut faire, hein, terres rares plutôt sous-ensemble de la famille des métaux rares, seront donc difficiles à trouver. Mais la demande va augmenter. Par exemple, on estime qu'en 2035, c'est-à-dire dans 15 ans, la demande va doubler pour le germanium, qui n'est pas des plus faciles à récupérer. Elle sera quadruplée pour le tantal. Et elle sera multipliée par 9 pour le scandium et multipliée par 24 pour le cobalt. Ah oui, pour le cobalt. Le seul problème, c'est que le cobalt, on va le voir, il est produit essentiellement donc, en Afrique, donc en République démocratique du Congo, et qui représente à peu près à lui seul 64% donc, de la production mondiale du cobalt. Bon, je ne vais pas m'engager dans des considérations politiques, mais j'ai un peu l'impression que la République démocratique du Congo communiquera plus facilement, disons, avec les Chinois qu'avec les Américains. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la peine de se voiler la face. Donc, vous voyez, déjà, il y a on va dire une augmentation considérable que l'on peut déjà envisager sur ces produits-là. Regardez bien. Je vous ai mis ici sur ce schéma quelques produits importants. En Chine, par exemple, le scandium, qui est très utilisé en optique, très largement donc dans nos équipements numériques, la Chine, c'est 66% de la production mondiale. Pour l'antimoine, qui est utilisé donc dans des batteries au plomb, pour des alliages, on vient de le dire, avec des alliages pour soudure, mais également dans les semi-conducteurs, c'est 87% de la production mondiale. Le germanium, c'est tout ce qui est haute fréquence. Les cellules photovoltaïques, d'ailleurs au passage, la Chine est devenue le premier producteur mondial
en éléments donc photovoltaïques. Pour tout ce qui est optoélectronique, donc optique, mélange d'optique et d'électronique, la Chine, c'est 67%. Donc, c'est pas rien. Le graphite naturel, donc utilisé dans les électrodes, certaines électrodes, pour les conducteurs, et puis pour les tétrodes donc de radiodiffusion, donc en radiodiffusion, c'est 67% aussi. Le gallium donc pour les semi-conducteurs, pour les LED, on trouve ça partout, pour les photodétecteurs, tous les équipements donc on va dire à haute fréquence, là on est à 73%. L'indium, les cristaux liquides, les écrans cristaux liquides, les photoconducteurs, les fibres optiques, toutes les fibres optiques. Et puis bien sûr, on trouve énormément dans les téléphones mobiles, 57%. Le magnésium pour les téléphones mobiles, c'est 87% en Chine. Voilà. Et puis globalement sur les terres rares, eh bien, on aura pour les lasers, pour les LED, pour les supraconducteurs. Je vous rappelle que les supraconducteurs, c'est quelque chose qui, pour regarder de près, ce sont donc des éléments, des alliages, qui ont la caractéristique de ne pas dégager de chaleur lorsque le courant passe. Ça, c'est un phénomène de physique très particulier. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas réussi à faire disons, des alliages semi-conducteurs à des températures qui soient humaines. Ça marche bien à moins 273 degrés, ou à moins 269 degrés, à 4 degrés Kelvin, mais pas à des températures proches de celles que nous pratiquons. Mais c'est quand même essentiel. Et bien que dans la mesure où les Chinois ont le monopole à 95% des éléments qui peuvent rentrer donc dans des alliages supraconducteurs, si jamais ça marche, parce que pour l'instant, c'est un peu futuriste, mais si jamais ça marche, alors là, on est tous coincés. Parce qu'à ce moment-là, les Chinois auront donc ce sera plus qu'un monopole. Ils auront un levier de pouvoir qui soit absolument incroyable. Parce que la supraconductivité devrait, si ça fonctionne, encore prouvé, disons à les températures humaines, devrait bouleverser complètement toute l'industrie microélectronique, des tablettes, des smartphones, des ordinateurs. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais c'est 95%. Mais il n'y a pas que les Chinois quand même. Regardez bien, en Afrique, donc, je vous ai dit, le cobalt, 64%, donc, utilisé dans des alliages magnétiques, des films d'enregistrement vidéo, par exemple. Le tantal, dont on a vraiment beaucoup besoin, lui, c'est au Rwanda, on le trouve à 31%. Beaucoup de produits électroniques, des conducteurs, des diélectriques, des condensateurs. Le ruthénium, lui, il se trouve en Afrique du Sud. Alors c'est plus facile, 93% de la production mondiale, ce qu'on va trouver donc dans les disques durs, là encore aussi un peu pour la supraconductivité et également pour les cellules photosensibles. Et quant au rhodium, pareil, c'est en Afrique du Sud, pour fabriquer donc des électrodes, des contacts électriques, des catalyseurs, on est à 83%. Pour ce qui est du beryllium, c'est-à-dire tout ce qui est électronique à haute fréquence, on se situe aux États-Unis. Et pour le niobium, aux États-Unis à 90%. Et pour le niobium, donc pour les aimants, c'est très important les aimants. Il faut, bien sûr, on peut se demander quel est le rapport avec nos iPhones, mais les aimants, c'est le cœur de la microélectronique d'aujourd'hui. Il y a des micro-aimants, il y a des énormes aimants. La fabrication des aimants dépend fortement donc, des terres rares. Et bien, donc, voilà, donc le niobium, donc 90%. Donc, alors, c'est quand même un peu inquiétant tout ça, parce que je sache, ici on est aujourd'hui on est essentiellement entre Canadiens et Français, on est absent. Hein. Je suppose que, moi j'ai cherché s'il y avait des mines de terres rares au Canada. J'en ai pas trouvé, mais peut-être que j'ai pas suffisamment bien cherché. Hein. Donc ça mériterait en tout cas d'être regardé. Donc voilà où se trouvent donc les gisements de production de ces fameuses terres rares. Alors maintenant, bon, si je regarde pas simplement donc mon petit domaine à moi, qui est celui donc de mon iPhone et de mes appareils microélectroniques, eh bien si je regarde l'ensemble. La Chine fournit donc aujourd'hui 95% donc de la demande mondiale en terres rares. 95%, donc 87% pour l'antimoine pour les semi-conducteurs, 84% pour le tungstène. On dépasse cette fois-ci donc le cadre de mon iPhone. Le
tungstène utilisé pour les têtes de missiles, l'antimoine pour les semi-conducteurs. Vous voyez, par exemple, pour des appareils de vision nocturne, eh bien, la Chine fournit 83% des éléments pour les fabriquer à base donc, de gallium, 79% donc, de germanium pour la fabrication des fibres optiques. Attention, hein, il ne faut pas croire qu'avec l'arrivée donc, des réseaux cellulaires à très très haut débit, les fibres optiques vont disparaître. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y aura un mariage à deux entre le cellulaire haut débit et puis les fibres optiques à très haut débit également. Et cette fabrication des fibres optiques est une industrie excessivement délicate, hein, extrêmement délicate, parce que vous devez faire des fils qui sont très très fins. Plus ils sont fins, plus ça va vite, hein, puisque la vitesse est proportionnelle donc, au diamètre de ces fibres. Et c'est une technologie vraiment de très très haut niveau. Les Chinois sont quand même très bien placés. Pour les écrans plats, 60% de la production à base d'indium, 51% pour la fluorine en métallurgie. Je dépasse donc le cadre de mon iPhone. Le titane en Australie, qui est très utilisé pour les problèmes de résistance des alliages, c'est donc l'Australie à 42%, etc., etc. Donc c'est une autre manière, on va dire, de voir le paysage que nous avons devant nous. Alors maintenant, on va se demander, mais comment avons-nous fait, ou plutôt comment les Chinois s'y sont pris pour arriver à nous éjecter, car c'est ça qui s'est passé. Alors, on pourrait reprocher aux édiles gouvernementales et aux gens dont normalement c'est le métier d'avoir manqué, on va dire, de capacité de prospective. Bon, c'est facile à dire après coup, je le reconnais. Mais quand même, la situation elle est quand même là aujourd'hui et je ne vois pas trop comment on va pouvoir s'en ressortir. Sur ce schéma qui vient donc d'un document que l'on doit donc à atlassocio.com, alors juste, il indique une variété très juste, hein, jusqu'en 1948, la plupart des terres rares du monde provenaient de gisements de sable, de placers, donc qui était en chimie, hein, qui était donc situé en Inde et au Brésil. Là, on se situe donc jusqu'en 1948. Dans les années 50, l'Afrique du Sud est devenue le premier fournisseur de terres rares grâce à un gisement donc considérable, en tout cas très riche, en monazite. Et donc, c'est dans une mine de Steenkamp-Strale. Voilà. Il est devenu donc le numéro 1 au monde. On est dans les années 50. Entre les années 60 et 80, l'exploitation de la mine de Mountain Pass en Californie, qui a été morte ensuite, qui a décédé ensuite et qui revient maintenant au goût du jour, eh bien, elle permet aux États-Unis de devenir le premier producteur mondial donc, de terres rares. On se situe entre les années 60 et 80. Depuis le début des années 90, la Chine donc, détient donc le quasi-monopole de l'approvisionnement en terres rares. Et en 2010, Pékin occupait toujours la première place avec une production de 118 000 tonnes, c'est-à-dire 98% du total mondial. Alors vous verrez que tous les chiffres ne correspondent pas exactement, ne s'emboîtent pas exactement. Ben on va leur pardonner, mais on a quand même l'idée générale. Et donc en 2018, les gisements, si les gisements qui existent encore en Australie, aux États-Unis, en Birmanie, en Russie et en Inde produisent donc des concentrés de terres rares, ils sont aujourd'hui dérisoires par rapport donc à la production chinoise. Alors maintenant, on va voir comment ça s'est passé. C'est quand même assez étonnant. Hein. D'abord, toutes les mines, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas en Chine. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Et donc, il y en avait, paraît-il, en Chine, quelque chose comme 11 000 à peu près. Et il y en a aussi en Argentine, je vous l'ai dit, en Russie, en Europe, aux États-Unis, en France. Mais ce sont des mines qui sont mal ou peu exploitées et uniquement pour des questions de protection environnementale. Les Européens, les Américains, les Canadiens sont terrorisés par l'action écologique. On l'a vu avec les accords de Paris, on est terrorisé par ça. Et donc, dès qu'on touche à une production un tout petit peu délicate pour l'environnement, on fait machine arrière. Il n'y a que les gaz de schiste ou le pétrole de schiste qui auraient un peu échappé donc, on va dire, à cette approche du fait d'un besoin quand même qui est important. Les Canadiens sont particulièrement bien placés pour en parler. Mais les Européens ou les Américains, surtout les Européens, sont absolument terrorisés devant la moindre action de Greenpeace et des écologistes. Bien. Dans les années 80, les Chinois aussi avaient des mines de terres rares.
mais ils ne maîtrisaient pas les process de fabrication, qu'ils ont bien sûr maîtrisés depuis, hein, qui étaient plutôt américains et français, avec des chimistes de haute volée. Hein. Leurs mines étaient assez peu utilisées, donc dans un marché qui n'était pas encore compris. Parce que l'iPhone n'existait pas, évidemment, ou les équipements équivalents n'existaient pas. Alors bien sûr, tout a changé maintenant avec l'émergence des besoins numériques, mais aussi de la transition écologique, qui va se faire à un coût exorbitant du point de vue environnemental. Il ne faut pas l'oublier. Hein. La Chine se rend compte, alors ça, on est sous la direction donc de Deng Xiaoping. Hein. Il faut savoir que Deng Xiaoping a été formé aux fonderies du Creusot, donc en France. Et donc, c'est un sidérurgiste, Deng Xiaoping. Hein. Donc, il connaît ça très bien et il maîtrise bien les techniques sidérurgistes. Et c'est lui qui s'est rendu compte que les Chinois étaient assis sur un tas d'or. Et donc, et qu'il y avait une formidable opportunité donc, qui s'ouvrait devant elle, qui lui permettrait de damner le pion à qui? Aux grandes puissances, bien entendu, et de s'imposer sur ce marché naissant. Mais si Deng Xiaoping n'avait pas été un sidérurgiste, il est très probable que tout le monde serait passé à côté. Hein. Et c'est une espèce de raccourci de l'histoire qui nous permet d'expliquer un petit peu aujourd'hui donc, ce qui s'est passé. Bien. Alors, à partir de là, les Chinois ont donc multiplié donc, les ouvertures de mines, grâce ou à cause de Deng Xiaoping, ouverture donc de mines, et puis des acquisitions d'entreprises pour conforter leur position. Et donc, ils ont lancé même un corridor d'approvisionnement avec l'Afrique de manière à devenir incontrôlable. Tout à l'heure, quand j'évoquais la République démocratique du Congo, elle est plus proche des Chinois que le gouvernement de M. Trudeau. Hein. Voilà, M. Macron. Et donc, ce fameux corridor, donc, ça permettait d'établir, surtout pour le cobalt, hein, permettait donc d'établir, de conforter, on va dire, une position donc monopolistique. Alors, vis-à-vis de l'Afrique, moi, je suis très, très gêné. Hein, les Chinois ont donc joué le rôle d'un grand frère, qui essaye de traiter des problèmes qui ne sont pas traités par les gouvernements ou par les dirigeants, et donc apporte un bien-être que la population n'aurait donc pas. Ils se sont comportés donc comme un grand frère, hein, et ils ont subvenu donc à des besoins essentiels, et comme ça, et ils se sont également assurés donc la complicité des dirigeants, dont il faut dire une chose, c'est qu'ils sont corrompus. Il n'y a pas d'autre mot. Ils sont corrompus. Et tout ça, cette espèce de dépendance, ce monopole est donc basé sur on va dire, des liens qui sont des liens absolument épouvantables. Et qu'un jour, bon, ces dirigeants vont quand même finir par payer. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas maintenant. Bon. Pour s'imposer, en plus, la Chine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait du dumping. Et donc, pendant un temps court, pendant lequel il y a eu concurrence, les Chinois donc, ont fait du dumping, ils ont vendu au plus bas, ils ont cassé la concurrence et ils n'ont pas intégré dans leur prix, donc ils ont vendu à perte, hein, les dégâts écologiques qu'ils considéraient, j'aime beaucoup cette expression, comme hors de l'étude. Ouais, c'est pas bien grave, c'est pas gênant. Bon, on peut penser autrement. Et c'est vrai qu'elle a réussi, la Chine a réussi. Donc elle est devenue le premier pourvoyeur de la planète, mais aussi c'est une poubelle écologique. Alors, résultat, dans un premier temps, donc, la fameuse mine de Mountain Pass aux États-Unis a fermé, hein, mais maintenant il y a la résurgence, enfin c'est pas la même mine, c'est une autre mine maintenant. Les Américains sont en train quand même d'essayer de se redresser un peu, on l'évoquera dans quelques instants. Donc tout ça, ça vient de Deng Xiaoping, hein, et les dirigeants actuels n'ont fait que continuer donc, ce qui s'est passé. Alors, les terribles problèmes de production. Je vous le disais, la difficulté de tous ces éléments terres rares et métaux lourds que vous trouvez donc dans les iPhones, c'est qu'ils n'apparaissent pas librement et séparément dans la nature. Tiens, ici il y a du gallium, je ramasse du gallium. C'est malheureusement pas comme ça que ça se produit. Ils sont toujours associés à d'autres métaux avec lesquels ça constitue une espèce de gang. Vous voyez, et il faut donc les séparer. Par exemple, le gallium, c'est un sous-produit de l'aluminium, de l'indium et du germanium, qui est associé donc au cuivre. Vous voyez, donc, le gallium, c'est un sous-produit de l'aluminium, l'indium et le germanium étant un sous-produit d'une espèce de gang dans lequel vous trouvez du cuivre. Il faut donc les séparer par des process qui sont industriels. Or, le processus industriel que ne maîtrisaient donc pas les Chinois dans les années 80, eh bien, est une opération qui est extrêmement délicate. Le process de purification
d'une tonne de terre rare demande au moins 200 mètres cubes d'eau, hein, qui au passage se chargent d'acide et de métaux lourds qui sont nécessaires au cycle de séparation. Le process lui-même a besoin donc de métaux lourds. Les eaux qui normalement devraient transiter par des stations de raffinage avant d'être déversées donc, dans les fleuves, hein, les sols, les nappes phréatiques, et non, les Chinois n'ont pas fait ça, pour l'essentiel, omnubilés toujours par leur obsession de maîtriser la production et leur ambition. Conséquence, la destruction de la végétation naturelle et des terres agricoles sur des surfaces considérables, dégradation des sols, une tonne d'oxyde donc de terre rare produit entre 1300 et 1600 mètres cubes de déchets d'excavation. Dégradation de la qualité de l'eau, l'extraction nécessite beaucoup de produits dangereux. Pour une tonne d'oxyde de terre rare, il faut entre 6 et 7 tonnes de sulfate d'ammonium et entre 1,2 et 1,5 tonnes d'acide oxalique. Et ça provoque une pollution épouvantable des eaux environnantes. Il y a également les effets radioactifs. Par exemple, on peut prendre le cas, là c'est en dehors, c'est en Malaisie, c'est pas en Chine. Le site de Bukit Merah, entre 1982 et 1992, qui a provoqué des cas effroyables de leucémie et de naissance avec malformation, ça ressemble à ce qui s'est passé avec Hiroshima. Et je ne suis pas très fier, si vous voulez, de l'usage de la science que nous faisons. Hein. Donc, terrible problème de production. Alors, comment ça se passe, cette fameuse production? Comment ça fonctionne? Alors, en gros, si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez 3 grandes phases. Vous avez d'abord la phase d'extraction. En général, c'est à ciel ouvert. Une phase 2 qui consiste à broyer le minerai et en faire donc une fine poudre. Et la phase 3, c'est séparer donc les métaux rares du reste du minerai. La méthode la plus courante pour faire ça, ça s'appelle la flottation, qui utilise donc beaucoup d'eau, comme je viens de vous le dire, et de produits chimiques, mais aussi une importante quantité d'énergie. Alors, la concentration à la fin de la deuxième phase, donc, elle est très faible. Elle est à peu près, la concentration en terres rares, hein, elle est à peu près donc, entre 1 et 10%. À la fin de la phase numéro 3, là, on est à peu près entre 30 et 70%. Mais ça laisse d'énormes quantités donc, de résidus avec des mélanges d'une eau, je ne sais pas si on peut appeler ça encore de l'eau, hein, avec des produits chimiques et des minéraux terreux qui sont dedans, qui sont absolument épouvantables. Alors, comme les déchets sont habituellement abandonnés dans des réservoirs naturels ou artificiels entourés de digues, et ça constitue un risque de pollution à court et à long terme qui est absolument invraisemblable. Et là, permettez-moi d'émettre un avis, j'en ai mis pas mal aujourd'hui, hein. Je ne comprends pas la réaction que l'on a aujourd'hui par rapport à l'énergie nucléaire, et on laisse passer ça. Ça paraît quand même curieux. On dit que les éoliennes, c'est une énergie qui est propre par rapport à l'énergie nucléaire. Moi, je prétends que ce n'est pas vrai. En termes de dégagement de gaz à effet de serre, on l'avait évoqué lors d'un précédent webinaire dont on avait parlé, mais là on est un petit peu dans le même contexte. Hein. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Il me semble que là, c'est ce que nous faisons pourtant. Alors, les déchets donc, se sont abandonnés, hein, malheureusement, et ils contiennent donc des substances radioactives. Alors, c'est de l'uranium. Ce n'est pas la vie des hommes, ça, l'uranium, le thorium, d'autres déchets donc radioactifs, des fluorures, des sulfures, des acides et d'autres métaux lourds. Donc, les conséquences peuvent être épouvantables. Et donc, il y a eu beaucoup de morts, mais bien entendu, on n'en a pas beaucoup parlé. Hein, mais le process de fabrication, donc d'extraction de ces terres rares est terriblement plus dangereux, presque plus dramatique, mortel que l'usage d'un iPhone lui-même, qui, encore une fois, ne représente que 2%, hein, donc des effets négatifs. Alors, pour ce qui est du recyclage, alors bon, voilà, les Chinois nous vendent des choses à des prix très élevés, et nous, donc, on se retrouve avec des équipements qu'on veut remplacer tous les 6 mois maintenant, ou tous les ans. Bon. Et comment faire? On se retrouve avec des montagnes d'équipements dans lesquels il y a ces fameux métaux lourds et terres rares. Il faut essayer de recycler, soit pour récupérer ce qu'il y a dedans, comme on l'a fait à un moment donné avec l'or donc, sur les PC. Hein. Il y a des entreprises qui étaient donc, spécialisées dans la récupération donc, de l'or des jonctions, hein, qu'ils avaient dans les PC. Alors là, ce sont les Japonais qui ont été les premiers à s'intéresser à ça
Et actuellement, à peu près chaque année, il recycle à peu près 650 000 tonnes donc, de petite électronique qui, après recyclage, retourne dans les circuits donc, de production. Alors, pour les métaux rares, l'opération est plus délicate. Alors, ça dépend bien sûr des éléments qui vont être traités. Par exemple, on l'a vu tout à l'heure avec mon schéma, le pourcentage de récupération peut être très élevé, hein, comme pour le cobalt jusqu'à 50%, mais pour d'autres peut être très faible, inférieur à 1% pour l'indium, le gadolinium, les lanthanides, le lithium et le terbium. Conséquence, la grande majorité donc, des métaux qui sont présents donc, dans les décharges électroniques ne sont pas récupérés. Voilà, ils sont là. Explication, difficulté, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Difficulté pour séparer les métaux rares des autres éléments, parce qu'ils apparaissent aussi dans les équipements, hein, commencé par l'iPhone, sous forme d'alliage. Et on reboucle, on se retrouve encore devant un processus où il faut séparer dans l'alliage les éléments dangereux que constituent les métaux rares ou les terres rares par rapport aux autres. Voilà, parce qu'on les retrouve toujours de la même manière, hein, apparaissent sous forme d'alliage. Alors les déchets donc, posent bien entendu un autre problème, qui est un autre problème par rapport à celui de la fabrication. D'ailleurs, ça témoigne d'une hypocrisie gigantesque des grands pays aujourd'hui industriels, et finalement la Chine a su en profiter parce qu'elle est beaucoup plus avancée que nous en matière justement de recyclage. Donc, voilà, si vous voulez, la stratégie de la Chine a été très intelligente. Elle a cherché et elle a réussi à se rendre maître de tout le circuit depuis la fabrication, extraction, fabrication, recyclage, mais également la maîtrise des produits finis, les réfrigérateurs, les ordinateurs, les smartphones, etc. Donc, c'est l'ensemble de la chaîne. Et c'est un petit peu... C'est pas simplement les métaux lourds qu'on peut trouver dans un iPhone. Bon. Donc, conséquence, donc on ne peut pas les récupérer. Hein. Normalement, en principe, si les pays étaient honnêtes, depuis la convention de Bâle en 1989, les pays producteurs d'équipements, dans lesquels vous trouvez donc des métaux rares, doivent traiter les déchets dans les pays où ils sont générés. Les États-Unis n'ont pas ratifié cette convention et 80% de leurs déchets électroniques sont expédiés, recyclés en Chine. Comme par hasard, je vous ai dit, les Chinois se sont rendus maîtres de la technologie donc, de recyclage, ce que ne veulent pas faire les Américains ou ne peuvent pas faire les Américains. Pratique qui était également adoptée par le Japon, qui pourtant, comme je vous l'ai dit, était l'un des tout premiers donc, pays à s'être intéressé à cette phase, on va dire, d'usage, de fabrication et d'usage des équipements électroniques. De sorte, si vous voulez, qu'après les mines, c'est un pan entier de l'industrie des métaux rares qui tombe dans le périmètre des Chinois. Vous voyez, parce qu'eux ont fait des progrès significatifs, bien peut-être encore bien suffisants, mais en tout cas, ils sont bien meilleurs que nous en matière donc, de recyclage. Les problèmes de santé. Alors, voilà, vous avez ici, j'ai un exemple, hein, ces mines à ciel ouvert, on ne peut pas dire que ça incite, vous voyez, c'est pas très agréable, hein, ce sont et comme par hasard, on voit des gens qui transportent donc des produits d'excavation de ces mines qui sont terriblement pollués. Et vous trouvez des enfants. C'est ça que je ne supporte pas. Je veux dire bon, à la limite, des adultes, mais pas des enfants. Ils n'ont pas à se trouver là. Et donc, on retrouve dans ces mines des métaux lourds, de l'acide sulfurique, des produits radioactifs, ça on l'avait évoqué. Par exemple, on dit que dans la mine de Baotou, qui est en Mongolie inférieure, la radioactivité serait 32 fois supérieure à la normale, alors que Tchernobyl, c'est 14 seulement. Vous vous rendez compte? Alors bien sûr, Baotou, on n'a pas le droit d'y aller, je ne sais pas comment on a pu se procurer donc ces chiffres, mais apparemment, il y a convergence, hein, beaucoup d'observateurs disent la même chose, donc ça a des conséquences qui sont absolument effroyables sur la santé. Malformation, les cancers, le saturnisme pour les enfants, des choses horribles, hein, et donc une mortalité extraordinaire dans ces régions-là, mais bien entendu, c'est l'omerta, on n'en parle pas. Alors, tout ceci nous amène à quoi? Si on raisonne en termes d'industriels et on observe donc, finalement ce qui se passe dans notre industrie, là on s'aperçoit qu'on est maintenant dans une situation monopolistique et que les Français et les Américains n'ont pas été assez
prospective pour comprendre ce qui allait se passer. C'est quand même extraordinaire qu'après, il y avait donc des compétences en matière de sidérurgie française. Elles sont là, elles existent. Hein, donc, et comment elles ont pu se faire dépasser d'une manière aussi rapide, finalement, en quelques dizaines d'années, par un seul pays, c'est quand même quelque chose qui est absolument inadmissible. Et ça, il faut vraiment mettre ça au débit donc, de ces dirigeants qui n'ont pas compris ce qui se passait. Alors, on en arrive donc à une situation monopolistique aujourd'hui, donc les Chinois qui en profitent. D'après une étude qui a été faite par un organisme qui s'appelle BMO, un groupe de 17 métaux rares, dans lesquels il y a des terres rares, hein, bon, on ne va pas prendre le détail de ce groupe, dont la Chine représente à peu près 62% de la production mondiale, eh bien, a vu son cours flamber sur les marchés mondiaux. L'envolée, c'est surtout pour les terres rares, donc dans la production des aimants qui sont vraiment très importants, mais pas simplement, encore une fois, pour nos smartphones, mais également pour toute l'industrie donc, électrique, hein, les voitures, etc. Ça compte tout dans les micromoteurs, dans les éoliennes, on trouve ça beaucoup, ou dans certains appareils électroménagers. Par exemple, le néodyme a augmenté donc, de 27%, le terbium, 17%, le dysprosium, 17%, et le gadolinium a augmenté de 9%. De plus, une loi a été votée, enfin quand je dis votée, une loi a été donc promulguée donc, en Chine qui permet de contrôler les exportations stratégiques dans les terres rares, et en particulier vers des partenaires clés comme les États-Unis. Donc il faut bien voir, c'est le résultat on va dire, des relations amicales qu'il y a entre ces deux pays depuis bien longtemps, et donc tout le monde va finalement bénéficier donc, des retombées. Hein. Et donc cette loi leur permet d'augmenter les prix d'une manière, voilà, d'une manière complètement artificielle, simplement pour embêter donc le partenaire américain. Alors elle a fait ça, la Chine, donc elle a fait ça en 2 étapes, hein, pour arriver à se rendre donc monopolistique. Hein. Donc elle a amélioré les process qui ont été mis en œuvre chez les chimistes concurrents. Elle est maintenant supérieure à ce qui se fait ailleurs, et elle a créé pour certaines technologies des ventures avec on va dire, des industries les plus pertinentes qu'il y avait en Amérique, hein, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Angleterre, en France, en Allemagne. Donc, ils ont fait des ventures avec. Donc, c'était pour transformer totalement la filière. Et ils ont maintenant déposé plus d'1 million de brevets qui touchent à ces sujets-là. Alors, ils ont déposé des brevets. Eux ne respectent pas toujours ceux qui ont été émis par les autres pays. Donc aujourd'hui, la Chine, tout simplement, est devenue le premier fabricant mondial d'équipements photovoltaïques. Le photovoltaïque n'est pas forcément la technologie la plus prisée actuellement. Les Allemands, par exemple, s'en sont vraiment détournés depuis pas mal d'années maintenant. C'est devenu la première puissance hydroélectrique du monde. C'est le premier investisseur dans l'éolien et le premier marché pour les véhicules électriques. Je pourrais dire mission accomplie. Vous voyez, ce processus qui aura donc demandé à peu près 20 à 30 ans, mission accomplie. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant pour les Chinois? Il reste simplement à organiser l'embargo. Hein. Évidemment, comme ils sont présents partout, hein, la tentation sera très forte, bien sûr, pour prendre leur revanche et d'organiser la pénurie des matières qui pourtant seraient jugées indispensables. Est-ce qu'elles sont indispensables ou pas? On peut être très partagé sur ce sujet. Ce ne pas se servir d'un iPhone avec toutes ses fonctions, après tout, on peut s'en passer. Hein. Mais bon, y a des gens qui me disent que non. Les adolescents, les jeunes veulent absolument. Bon, c'est quand même moins vital que certaines autres techniques. Alors donc, ce qu'a fait donc, pour organiser l'embargo, les Chinois, ils ont réduit donc, leur production. Ils sont passés, sous l'ère de Deng Xiaoping, ils sont passés de 65 000 tonnes à 30 000 tonnes, ça c'était en 2010, et ils ont décrété ouvertement l'embargo. Alors ce qui est très étonnant, c'est ça, c'est qu'ils ont dit, maintenant les enfants, c'est terminé, c'est nous qui décidons, voilà, on réduit donc la production. Exactement ce qu'a fait l'OPEP. Et donc, la planète a été à genoux devant l'OPEP, à commencer même par les Américains, qui pourtant avaient des gisements pétroliers très importants, ne serait-ce qu'en Californie. Eh bien, c'est un peu en train de se reproduire, pas à la même échelle. Mais
échelle quand même qui n'est pas négligeable. Hein. Alors, les puissances occidentales, toutes, se sont plaints auprès donc, de l'OMC, donc l'Organisation mondiale donc, du commerce, mais bon, autant souffler dans un violon, hein, ça ne sert strictement à rien. Hein. Alors maintenant, c'est vrai que les Chinois ont, on va dire, quelque peu légèrement adouci leur attitude. Mais ce n'est pas pour nous faire plaisir, nous, occidentaux, c'est parce que ça leur posait des problèmes à eux, Chinois, dans leur propre industrie. Donc c'est plutôt pour ça, entre autres en particulier leur accès à certaines technologies, eh bien, il y avait des retours de bâton. On disait, ben, vous ne voulez pas nous vendre des terrains, eh bien, nous, on ne vous donnera pas, on ne collaborera pas avec vous pour travailler dans tel ou tel domaine industriel. Et c'est vrai que ça leur posait des problèmes. En retour, c'est une espèce de boomerang, et c'est pour ça qu'ils ont adouci donc, leur attitude. Bon. Alors aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un organisme qui s'appelle Roundup, et il y a une mine qui s'appelle Roundup Mountain au Texas, qui produit, alors, qui revit, un petit peu comme Mountain Pass tout à l'heure, donc le Roundup Mountain donc, produit 16 des terres rares les plus importantes pour les Américains, dont 13 des minéraux critiques, plus d'autres minéraux à forte valeur ajoutée, et en particulier c'est le cas du lithium hein, pour les batteries. Alors, ils ont relancé la production très fortement, mais qui va être dédiée à 60% au contexte économique, d'économie verte hein, et d'énergie renouvelable, mais en priorité uniquement pour les États-Unis dans l'industrie et la défense nationale. Vous savez, USA First, comme dit notre ami l'ex-président américain, c'est quand même une attitude qui est assez courante hein, maintenant chez eux. Donc c'est un petit peu ce qui se passe là-bas. Donc je pense que dans les années à venir, il va y avoir une résurgence, une réapparition des mines et des filières de production dans les pays qui pratiquaient déjà ces filières, ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas supporter éternellement donc, les impératifs qui nous viennent donc de Chine. Alors, pour terminer, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Bon, je viens de vous dire qu'on va donc devoir réactiver des filières, c'est une certitude. Bon. Maintenant, en dehors de ça, revenir en arrière, ça va être difficile. D'abord parce que les enjeux financiers sont absolument gigantesques. Les grands intégrateurs aujourd'hui, hein, je parle d'Apple, je parle de Samsung, n'ont plus la capacité de trouver rapidement des solutions de remplacement. Aujourd'hui, la durée de vie des équipements est très courte. Et si vous dites, bah, on est en période de recherche pendant les 5 ans qui viennent, ça ne pourra pas se faire. Donc, les intégrateurs ont des impératifs aujourd'hui courants, presque quotidiens, ou tout au moins rapides, qui vont les obliger donc à répondre aux injonctions donc, des Chinois. Le déséquilibre mondial aujourd'hui, il faut quand même regarder les choses. Ce n'est pas moi qui parle, hein, ça favorise quand même la complicité de certains pays avec la Chine. Et, disons, pour raisonner simplement, d'une manière manichéenne, comme aiment le faire les Américains, il y a des riches et des pauvres. Les pauvres ont un peu plus tendance à aller vers les Chinois parce qu'ils y trouvent peut-être une écoute, une oreille, mais ils ne savent pas forcément la note qu'il va falloir payer après. Mais tu vois, c'est un petit peu ça. On va dire que le déséquilibre mondial actuel favorise donc ce genre de choses. Les usagers maintenant, que nous sommes tous, est-ce que nous sommes prêts à renoncer donc aux facilités des smartphones et équipements numériques? Moi, ça ne me gênerait pas. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord, hein, qui ne voient pas du tout pourquoi on devrait se passer de ça. Donc, il y a une espèce de réticence, de blocage qui vient des usagers, qui recherchent toujours l'équipement le plus extraordinaire, le plus récent et le plus nouveau, alors qu'ils ne se servent que de 5 à 10% des fonctions qui sont dedans. Ça, ce n'est pas nouveau, et ce n'est pas nouveau en tout cas pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. En plus, la prise de conscience des pays devant la pollution au sens large, elle est très inégale et elle reste très théorique. Le mouvement écologique bon, n'est pas, on l'a bien vu donc avec les accords de Paris, c'est considéré comme une lubie par beaucoup de pays. Et bon, avec des raisons d'ailleurs. Hein. Parfois, il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a qu'eux qui ont tort et nous qui avons raison. Mais en tout cas,
le mouvement écologique aujourd'hui n'a pas fait le bilan entre la pollution qui a été provoquée par, disons, tout ce qui est vert, équipement vert comme les éoliennes, et puis les gains qui ont été obtenus. On n'en parle pas. Et dans ce contexte-là, vous voyez, les métaux lourds jouent un rôle, alors, et les terres rares jouent un rôle majeur. L'ETI, finalement, dans ce contexte, avec nos smartphones et les ordinateurs, il est finalement très minoritaire dans l'usage, mais on est quand même impacté. La véritable bataille, elle se situe au niveau de la santé, par exemple, les équipements de santé, qui sont des grands consommateurs de terres rares, mais aussi donc des usines. Et donc, on est dans une situation quand même qui est assez délicate aujourd'hui. C'est ce que je voulais donc évoquer avec vous, un sujet un petit peu différent, vous voyez. Je vais arrêter donc un sujet donc un petit peu différent par rapport à ce que nous traitons donc habituellement. Je suis un peu inquiet et surtout je suis horrifié par on va dire le sort qui est fait à ces malheureux enfants. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Je ne comprends pas comment on peut arriver à ça. Il se passe des choses au moment où on se parle. En ce moment, à la minute et à la seconde où on se parle, il y a des enfants qui, dans des mines, des milliers de mines en Afrique et puis en Asie, eh bien, manipulent des denrées qui sont fortement radioactives et dont la vie est perdue. C'est ça que je voulais dire. Au-delà de la technologie, on reste quand même des êtres humains et je trouve absolument ignoble la manière dont on traite certaines populations et surtout les enfants. En dehors du fait que le monopole, bien entendu, des Chinois va nous poser évidemment des problèmes. Mais que sont ces problèmes, chers amis, par rapport à des problèmes de santé des enfants? C'est la question qu'il faut se poser. Le reste, c'est de la littérature. J'espère vous avoir convaincu, en tout cas, avec tout ça. J'espère ne pas vous avoir ennuyé avec mon discours. C'est un discours qui est très engagé parce que ça me choque. Vous avez dû sentir, hein, ça me choque. Moi, j'ai des enfants aussi, et donc il y a des petits-enfants maintenant, donc je ne peux pas admettre ce genre de situation et d'attitude. Parce que ce qui se passe, chers amis, est absolument monstrueux. Et donc, il faut en avoir conscience. Ce n'est pas uniquement une affaire de technologie. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, hein, une bonne fin de journée, une bonne journée selon le continent dans lequel vous vous trouvez. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Alors là, ça sera beaucoup plus facile. Je vais vous faire le panégyrique du langage du siècle, Python. On va expliquer pourquoi Python est un langage magnifique. Ça concerne plutôt les chefs de projet, on va dire, et les développeurs, mais ça peut intéresser tout le monde. Hein. Une espèce de montée en puissance d'un langage de Guido van Rossum qui s'appelle Python, qui est assez extraordinaire. Voilà. Merci infiniment, chers amis, et donc on se retrouve, donc, j'espère, la semaine prochaine. Au revoir.